va donc directement faire la suite avec le professeur François Dubuisson, qui est licencié en droit, licencié spécial en droit international et docteur, comme je l'ai dit, en droit de l'Université libre de Bruxelles. Et actuellement, il est aussi professeur à cette université, ainsi que chercheur au Centre du droit international et directeur du master de spécialisation en droit international. Et il travaille sur les thématiques du conflit israélo-palestinien, du statut du Sahara occidental et des questions liées à la liberté d'expression. Voilà, peut-être juste avant de vous donner la parole, il y a encore une info supplémentaire que j'ai oubliée avant. La copie de la lettre ouverte, normalement, vous l'avez tous dans votre fart. Et devant la porte, il y a une liste où vous pouvez mettre votre signature pendant la pause, si vous êtes d'accord à la mettre. Merci beaucoup. François, je vous donne la parole. Voilà, bonjour à toutes et tous et merci pour l'invitation qui m'est faite. Donc, je vais prolonger l'exposé qu'a fait INSAF pour maintenant aborder la question des effets que l'on peut attendre de l'avis de la Cour du 19 juillet 2024. Parce que si on se reporte à l'avis qui a été rendu il y a 20 ans maintenant, en 2004, relatif au mur, ce que l'on pouvait constater, c'est que l'avis était très très bon en termes de principes d'énoncés qui concluait à la violation par Israël du droit international dans la construction du mur. Mais force est de constater qu'évidemment, sur le terrain, ça n'a pas eu énormément d'effet. Le mur a continué à être construit. Il est toujours en place à l'heure actuelle. Donc, entre des principes qui sont énoncés, des conclusions qui sont faites et la mise en pratique de ces conclusions, il y a un pas important, et c'est ce que je vais essayer d'examiner ici par rapport aux perspectives possibles relatives à l'avis de 2024. Alors, par rapport aux effets qu'on peut essayer d'identifier, il y a tout d'abord un effet, je dirais, macro, qui est le fait que l'avis va et est une référence incontournable pour déterminer les paramètres de résolution du conflit israélo-palestinien, en tout cas tel qu'il s'est développé depuis 1967. Les questions liées à 1948, les réfugiés, le statut des Palestiniens d'Israël n'a pas été abordé, ne faisait pas l'objet de la demande d'avis. Mais par contre, tout ce qui a résulté de l'occupation israélienne en 1967 est désormais clairement établi dans l'avis, dans les conclusions de la Cour. Et donc, on peut dire que, de ce point de vue-là, tous les paramètres sont fixés. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'incertitude sur la question des frontières, sur la question du statut du peuple palestinien, du droit à un État, etc. Tout est clairement établi et ce sera forcément une référence incontournable et les États ne peuvent pas se cacher derrière des incertitudes d'un point de vue ou de l'autre. Et de ce point de vue-là, on peut se référer à un cas récent qui est, alors un cas un peu moins médiatisé que la Palestine, qui est celui de l'archipel des Chagos, qui sont des îles qui appartiennent à l'État de Maurice, qui avait fait l'objet d'une séparation par le Royaume-Uni au moment de la décolonisation et sur lequel était établie une base louée durablement aux États-Unis. Alors le statut de ces îles et toute la population avait été déportée dans ce contexte-là. Ce cas a fait l'objet d'un avis de la Cour rendu en 2019, au terme duquel la Cour concluait à l'illégalité de la séparation de l'île, au fait que le processus d'autodétermination n'avait pas été rempli de manière satisfaisante et considérait dès lors que la présence continue du Royaume-Uni sur ces îles était illégale et que, comme pour le territoire palestinien, le Royaume-Uni avait l'obligation de mettre fin à sa présence dans les plus brefs délais, qui est le même terminologie utilisée par la Cour pour le territoire palestinien. Et s'en sont suivies des négociations, et en particulier avec le changement de gouvernement britannique qui est intervenu cet été, on a eu, il y a quelques semaines, un accord de restitution de l'île à Chagos et un arrangement pour le maintien de la base militaire sur une partie, sur un des archipels. Donc, ce qui montre que le fait d'avoir un avis qui détermine les paramètres peut permettre plus facilement des négociations et un aboutissement des négociations. Alors, il est clair que
l'intérêt du Royaume-Uni pour l'archipel des Chagos n'est pas le même que la colonisation israélienne. Et donc ce sera bien plus compliqué d'amener un futur gouvernement israélien à négocier. Mais en tout cas, ça montre que définir des paramètres au regard du droit international va faciliter la négociation. Ça, c'est pour un effet macro. Je vais surtout m'intéresser à ce que j'appelle plutôt des effets micro, c'est-à-dire des effets presque plus accessoires au regard de l'élément central de la vie, qui est le statut même de l'occupation, mais un certain nombre de choses peut-être plus concrètes, plus pragmatiques, qu'on va pouvoir tirer des conclusions de la vie. Et donc, j'ai identifié 3 grands effets à cet égard. Le premier concerne la reconnaissance de l'État de Palestine et les conclusions de la vie, toute une série d'aspects de la vie, permet plus facilement encore de lever les obstacles qui sont généralement mis en avant, mais ce sont plutôt des prétextes qui sont mis en avant par des États qui se déclarent prêts à reconnaître la Palestine, mais souvent ils le disent, on le fera au moment opportun, c'est-à-dire on ne sait pas très bien quand. Et souvent, dans ce qu'ils mettent en évidence, c'est le fait que les frontières de la Palestine ne sont pas clairement définies, le statut de Jérusalem n'est pas extrêmement clair, qu'on est même plutôt dans le cadre d'une dispute qui doit être résolue par la négociation, et donc on subordonne la reconnaissance de l'État palestinien à l'aboutissement de négociations avec Israël, ce qui donne de facto un droit de veto à Israël, puisque, comme on le sait, il n'y a pas de négociations sérieuses depuis maintenant extrêmement longtemps. Il n'y a pas de perspective de reprise de négociations, vu la nature du gouvernement israélien et même vu la nature de l'opposition qui pourrait prendre le pouvoir peut-être prochainement. Et donc, de ce point de vue-là, dans la vie, il y a une délimitation extrêmement claire des frontières. La Cour dit très clairement, les territoires palestiniens constituent une seule unité territoriale, Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est, et les frontières en sont bien établies, c'est ce qu'on appelle communément les lignes de 1967. Et la Cour ajoute que, et là je cite, Israël n'a pas droit à la souveraineté sur quelques parties du territoire palestinien occupé. Or, on sait que Israël a toujours des revendications sur ce territoire en fonction de titres historiques. C'est pour ça qu'il dit que ce sont des territoires disputés. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut négocier le statut des territoires. C'est pour ça que, même anciennement, lorsqu'il se disait prêt à restituer quelque chose comme 92 ou 93%, il présentait ça comme étant une offre généreuse parce qu'il disait en réalité ça doit me revenir et je suis même prêt à leur donner 90% du territoire. Or là, ce que dit la Cour très clairement, c'est Israël n'a aucun titre de souveraineté sur une quelconque partie. Donc il n'y a pas besoin de négocier cet aspect-là des choses. Ce qu'on doit négocier, c'est plutôt des modalités de mise en œuvre, des tas de questions particulières sur le partage de l'eau, des arrangements de sécurité, etc., mais pas le principe même, ni des frontières, ni évidemment du principe de l'État palestinien. Et on sait également qu'Israël a développé une certaine interprétation de la résolution 242 du Conseil de sécurité adoptée dans la foulée de la guerre de 1967, qui prévoyait le retrait. Alors, il y avait une ambiguïté entre le texte anglais et le texte français. Et Israël disait, au terme de cette résolution, il y a premièrement une sorte de parallélisme entre la reconnaissance de mon État et le retrait des territoires. Et puis le retrait, il doit se faire au gré d'éléments sécuritaires. Et donc moi, je vais me retirer uniquement en fonction de mes intérêts de sécurité. Et donc, si je dois garder, par exemple, le contrôle de la vallée du Jourdain, eh bien, je garderai le contrôle de la vallée du Jourdain. Et la résolution de ce 42, elle me le permet, en réalité. Elle ne m'oblige pas à me retirer de tous les territoires. Là, on voit bien que cette interprétation, elle est totalement écartée par la Cour. Non, il n'y a aucun titre de souveraineté. Et la Cour dit bien, aucun élément de sécurité n'autorise Israël à poursuivre son occupation. Et de la même manière, la Cour, dans son avis, écarte très largement toute portée potentielle des accords d'Oslo pour essayer de fonder une poursuite de la présence israélienne sur les territoires palestiniens
occupée. Et donc là, le fait qu'il y ait les accords d'Oslo qui envisagent une négociation qui devait se terminer en 1998 normalement, là aussi, on voit bien que la Cour écarte très largement toute prétention de tirer des accords d'Oslo un fondement à une poursuite de la présence israélienne pour des motifs sécuritaires. Ce qui veut dire que les obstacles, les raisons souvent invoquées par les États pour dire c'est pour plus tard une reconnaissance de l'État de Palestine parce qu'il faut d'abord qu'il y ait des négociations, ou bien il y a trop d'incertitudes pour que je puisse aujourd'hui reconnaître, tout ça est balayé par le contenu de l'avis. Et donc, ce sont des arguments supplémentaires à faire valoir par rapport à des gouvernements qui, évidemment, invoquent des prétextes pour ne pas reconnaître d'ores et déjà l'État de Palestine. Deuxième effet, c'est l'adoption de mesures effectives pour mettre fin aux violations du droit international par Israël. On en a déjà pas mal parlé. C'est pas simplement faire des grandes déclarations, des belles condamnations de principe, c'est prendre des mesures beaucoup plus concrètes pour mettre une certaine pression sur Israël ou sur des intérêts liés à Israël pour essayer de mettre en application de manière beaucoup plus effective un certain nombre de règles de droit international. Et comme INSAF l'a déjà évoqué, une partie de l'avis qui est importante, ce sont les conséquences à tirer du constat des violations du droit international par Israël, et en particulier pour les États tiers. Comme elle a déjà indiqué, il y a une obligation de non-reconnaissance. On ne peut reconnaître aucun effet à l'illégalité de l'occupation ou de la colonisation. On doit faire respecter le droit international humanitaire et on ne peut pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation illégale créée par l'occupation et la colonisation. Et un des ajouts vraiment, un des apports de l'avis, c'est le fait que la Cour n'a pas simplement formulé les grands principes comme elle l'avait fait dans l'avis de 2004, mais elle a aussi identifié des mesures plus concrètes à adopter. Alors, il y a notamment, et en particulier sur le plan économique, le fait que la Cour dit on ne peut conclure avec Israël aucun accord qui trouverait à déployer ses effets en territoire palestinien occupé et évidemment en lien avec les colonies israéliennes. Donc chaque fois qu'on passe un accord avec Israël, on doit prendre des garanties pour être sûr que cet accord ne peut pas déployer des effets en territoire palestinien occupé. Et il y a également le fait que les États doivent prendre des mesures pour empêcher les échanges commerciaux ou les investissements qui aident au maintien de la situation illicite créée par Israël dans le territoire palestinien occupé. Donc là, ça vise de manière assez générale les relations économiques qui pourraient avoir des effets sur les colonies et que l'on doit empêcher tout investissement qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, profiter aux colonies. Donc potentiellement, ça a un effet assez large. Et sur cette base-là, l'Assemblée générale des Nations unies, qui était l'organe qui a demandé, qui a posé la question à la Cour, donc qui était le destinataire de l'avis, l'Assemblée générale a adopté une résolution le 13 septembre dernier qui a entériné les conclusions de l'avis et qui a également défini une série de mesures encore davantage plus concrètes à prendre pour précisément mettre en application ces conséquences. Alors, il faut savoir que la résolution a été adoptée à une assez large majorité de plus de 120 États votant en faveur, dont par exemple le Luxembourg, la France ou la Belgique qui ont voté en faveur. Et ça, c'est un élément important parce que ça montre qu'ils sont d'accord avec le contenu de la résolution et en particulier avec le contenu d'obligations qu'ils se reconnaissent à eux-mêmes. Alors, parmi les mesures, on trouve le fait que les États doivent prendre des mesures pour que leurs nationaux, les sociétés et les entités qui leur relèvent de leur juridiction et leurs autorités s'abstiennent de tout acte qui impliquerait la reconnaissance de la situation créée par la présence illicite d'Israël dans les territoires occupés ou qui constituerait une aide ou une assistance au maintien de cette situation. Donc là, ça vise notamment ce que Francesca Albanese a notamment évoqué, c'est justement l'implication des entreprises dans le processus de colonisation ou dans toute aide à l'occupation. C'est-à-dire que toute relation, tout échange commercial, toute vente qui
a un effet concret sur le maintien de l'occupation en termes de vente de matériel ou d'investissement dans des sociétés présentes dans les colonies, toute présence internationale dans les colonies, tout ça doit être prohibé, à charge pour les États justement de prendre les mesures concrètes à cet effet. Alors il est indiqué explicitement que les États doivent prendre des mesures pour mettre fin à l'importation de tout produit en provenance des colonies israéliennes. Il y a le fait qu'on doit cesser la fourniture ou le transfert d'armes, de munitions, de tout matériel connexe, lorsqu'on peut soupçonner raisonnablement que ça, c'est susceptible d'être utilisé dans le territoire palestinien occupé. Donc ça, c'est également extrêmement large. Et enfin, le fait de prendre des sanctions à l'égard de personnes, soit individuelles, soit de personnes morales, donc toute entreprise, société, etc., qui participent au maintien de la présence illicite d'Israël dans le territoire palestinien occupé, notamment à l'égard des violences commises par les colons. Alors, donc, ces mesures, elles sont présentées dans la résolution comme étant la mise en œuvre des obligations internationales identifiées par la Cour. Donc, ce n'est pas simplement des choses qu'il serait bien de prendre, ce sont des obligations qui sont la conséquence logique du constat des violations du droit international par Israël. Et en réalité, ça correspond à des types de mesures qui sont réclamées depuis extrêmement longtemps par la société civile. Si on prend l'interdiction des produits en provenance des colonies, comme vous le savez, c'est une mesure qui est réclamée depuis longtemps par la société civile palestinienne et internationale. Ça correspond à une campagne qui a été lancée il y a 10 ans, qui s'appelait Made in Illegality, pour lequel j'avais rédigé un long rapport de 80 pages pour le compte d'un certain nombre d'ONG, au terme desquels je concluais justement à l'existence des obligations internationales et que la conséquence logique de ces obligations de ne pas prêter aide ou assistance consistait à interdire purement et simplement l'importation des produits en provenance des colonies. Et donc, il aura fallu 10 ans, mais 10 ans plus tard, on voit que c'est ce que disent les États finalement. Et ce que dit la Cour, alors elle le disait de manière un tout petit peu plus implicite dans son avis, mais c'est la conséquence logique qu'en ont tiré les États. Au début, lorsqu'on a fait cette campagne, on disait « mais non, vous allez trop loin, oh non, c'est pas ça que exactement veulent dire les obligations, il y a trop de marge de manœuvre pour dire que la conséquence logique, c'est l'interdiction des produits des colonies ». On le voit maintenant, ça faisait l'objet d'une résolution du Conseil des droits de l'homme adoptée en avril dernier, et maintenant, carrément, l'Assemblée générale des Nations unies qui le dit de la manière la plus explicite possible. Et donc maintenant, il faut se retourner vers le gouvernement des États en disant qu'il ne s'agit pas simplement de voter en faveur d'une résolution qui dit que c'est bien une obligation internationale, il faut maintenant le mettre en œuvre à travers une législation appropriée. Malheureusement, il n'y aura probablement pas de consensus européen et donc il faut œuvrer plutôt pour les États. Il y a un élément tout à fait intéressant de ce point de vue-là, c'est qu'il y a à peine quelques jours, même cette semaine, l'Irlande, qui était le premier État auprès duquel une proposition de législation avait été faite pour interdire les produits en provenance des colonies ou plus généralement de territoires occupés. Le processus avait été interrompu à un moment donné suite à un changement de majorité gouvernementale. Et bien là, le gouvernement irlandais vient de dire que sur base de l'avis de la Cour, sur base de la résolution de l'Assemblée générale, on a des éléments nouveaux sur le plan juridique et que dès lors, il relance la question de l'adoption d'une législation adaptée par rapport à ça, tout en la modifiant pour tenir compte de ces nouveaux éléments, et que l'Irlande dit « je ne vais pas attendre un consensus européen », parce qu'il est clair qu'avec des États comme la Hongrie, la Tchéquie et même l'Allemagne, par exemple, on n'aura jamais un consensus, quand bien même, normalement, le lieu adapté pour ce genre de mesures, c'est l'Union européenne qui a une compétence en matière de politique commerciale internationale. Mais il y a quand même une clause dans une des législations européennes qui permet aux États d'agir seuls, notamment pour préserver ce qu'on appelle la moralité publique. Et on peut mettre, évidemment, le respect du droit international dans la moralité publique.
Alors, les mesures à l'égard des entreprises, ça c'est un deuxième volet important qui faisait également partie d'ailleurs de Made in Illegality. Ça renvoie également au processus adopté aussi au sein des Nations Unies de l'établissement d'une base de données qui reprend les principales entreprises israéliennes et internationales impliquées dans la colonisation. Et donc là, il s'agit maintenant de mettre beaucoup plus en œuvre, effectivement, les conclusions de cette base de données, qui disait qu'elle était là simplement pour donner de l'information au profit des États, mais c'était aux États d'agir. Et d'ailleurs, le champ devrait être bien plus vaste que la base de données qui a déclaré qu'elle se basait que sur un certain nombre de critères et une implication suffisamment substantielle, mais il y a des tas d'autres sociétés qui ne sont pas reprises dans la base de données, mais qui sont impliquées néanmoins dans les colonies et donc, d'une manière ou d'une autre, dans le maintien de l'occupation. Et notamment, il y a toute une série d'entreprises européennes, dont 3 françaises et une luxembourgeoise, qui sont reprises dans cette base de données, notamment dans le domaine du transport entre les colonies, pour faire le lien entre les colonies et le territoire israélien. S'agissant du transfert d'armes, on voit que là, ce qui est prévu, ça va bien plus loin que ce dont on parle pas mal dans le cas de la guerre à Gaza. Donc, pour prévenir le génocide, il faut cesser l'envoi d'armes à Israël qui pourraient être utilisées dans le cadre de la guerre à Gaza. Mais on voit que c'est assez moyennement efficace pour le moment. Mais ici, ce qui est prévu, c'est interdire le transfert d'armes susceptibles d'être utilisées dans le cadre des territoires palestiniens occupés, c'est-à-dire en réalité toute arme que l'on transfère à Israël. Donc la conséquence logique, c'est arrêter tout commerce d'armes avec Israël. Et pas simplement des types d'armes dont on sait qu'elles seront utilisées dans le cadre de la guerre à Gaza, ce qui vise seulement certains types d'armes. Donc là, ça vise de manière extrêmement générale, d'autant que c'est non seulement les armes, mais tous les matériaux liés à l'armement, etc., notamment le matériel de surveillance, donc ça peut avoir un champ extrêmement large. Et enfin, s'agissant des sanctions dont il est question, qui viseraient des personnes physiques ou morales qui participent au maintien de l'occupation, de prime abord, ça renvoie aussi à des mesures qui sont actuellement soit prises, soit en étude, à l'examen, c'est-à-dire qui viseraient plutôt des dirigeants des colons, hein, notamment en lien avec les violences des colons, mais tel que c'est formulé, c'est en réalité beaucoup plus large, et ça peut inclure tous les dirigeants israéliens en réalité, puisque tous les dirigeants israéliens en charge évidemment, participent au maintien de l'occupation et de la colonisation. Alors, on sait qu'il est prévu, par exemple, une visite de Smotrich en France au début du mois de novembre, enfin, à la moitié du mois de novembre. Mais typiquement, il devrait normalement, si on se fie aussi à ce qui est fait par rapport à la Russie et à l'Ukraine, où là, on a toute une série de personnalités russes, que ce soit alors soit des organes de la Russie, donc des dirigeants russes, mais également des tas de chefs d'entreprise, des oligarques russes qui sont sur des listes avec des gels des avoirs, mais en réalité, la liste, du point de vue israélien, pourrait également être extrêmement longue. Donc là, à travers ces mesures, on pourrait avoir une prise beaucoup plus concrète sur toute une série d'éléments, et par ces biais-là, avoir un mode de pression beaucoup plus important vis-à-vis d'Israël, plutôt que par peut-être des choses qui ont l'air d'être plus spectaculaires, mais en réalité, c'est plus par des mesures qui peuvent apparaître relativement techniques au départ, on pourrait avoir un champ extrêmement important, parce que ça permettrait également d'inclure un élément que l'Union européenne, pour le moment, exclut de ce qu'on appelle la politique de différenciation, c'est les banques israéliennes. Or, si on a des mesures qui visent à contrôler les flux vers les banques israéliennes, là, c'est un élément de pression extrêmement important, parce qu'Israël a besoin, évidemment, et est connecté complètement dans la mondialisation. Et d'ailleurs, elle est beaucoup plus dépendante que l'est la Russie, par exemple, des transferts financiers internationaux. Enfin, troisième effet que l'on peut identifier, c'est des effets sur l'enquête menée actuellement par la Cour pénale internationale, on en a déjà parlé. Donc, l'enquête relative à la situation de l'État de Palestine, elle est ouverte depuis mars 2021. Et donc, on a eu cette première phase d'ouverture d'une enquête en mars 2021, après de très longues années préalables.
Et là, l'enquête qui avait été ouverte en 2021, elle portait sur la guerre de Gaza de 2014-2015, elle portait sur la répression de la marche du retour de 2018, et dans le cadre de l'occupation, elle portait sur, effectivement, justement, les actes de colonisation, c'est-à-dire l'installation de populations civiles qui est constitutive de crimes de guerre. Et c'est tout. Et s'agissant des guerres de Gaza, ça impliquait autant des dirigeants israéliens que des dirigeants du Hamas, qui à ce stade-là n'étaient pas encore individualisés, il n'y avait pas encore de charge individuelle, c'était simplement de manière assez générale. Après après l'attaque du Hamas et le début de la guerre de Gaza, donc là, le nouveau procureur a élargi l'enquête pour intégrer tous les actes commis dans le cadre de la guerre de Gaza, avec cette demande donc de mandat d'arrêt qui visait des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis tant par 3 dirigeants du Hamas qui sont désormais morts et Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense Yoav Gallant. Mais ce qu'on avait constaté, c'est que jusqu'à présent, dans les documents du procureur, s'agissant de l'occupation israélienne, il y avait très peu d'éléments en réalité. Le seul élément qui était repris, c'était la colonisation en tant que crime de guerre. Mais tout le reste, les destructions de maisons à longue échelle, les transferts forcés de population, et le fait que quand on prend l'ensemble, en réalité, on n'est plus dans le cadre de crimes de guerre, mais on est bien dans le cadre de crimes contre l'humanité. Tous ces éléments-là, pour le moment, ne sont pas présents en réalité dans les documents publiés par le bureau du procureur. Et donc, avec les constats qui sont opérés ici par la Cour internationale de justice, les nombreuses violations dont Insaf Rezaghi a fait état dans sa présentation, on voit que ça devrait fortement inciter le bureau du procureur à ajouter des incriminations, à ajouter des éléments à charge pour viser beaucoup plus globalement l'occupation. Donc, ça viserait notamment des crimes de guerre supplémentaires, comme le fait de détruire les maisons, ce sont des crimes de guerre, mais également des crimes contre l'humanité. Et on pense en particulier à tout l'aspect discrimination systémique, puisque ça peut renvoyer à 2 crimes de guerre, soit ce qu'on appelle le crime de persécution, qui sont en gros des violations graves des droits humains qui visent une population en raison de l'identité de cette population, et le crime d'apartheid, puisque la Cour a indiqué que les discriminations systématiques constituent une violation de l'article 3 de la Convention contre la discrimination raciale qui interdit la ségrégation raciale et l'apartheid. Alors, on sait que les juges de la Cour étaient divisés sur la question et que c'est pour ça qu'ils sont restés un petit peu dans le flou. Ils n'ont pas dit c'est de la ségrégation raciale, ou c'est de l'apartheid, ou c'est les deux en même temps. Ils sont restés un petit peu dans le flou et ils n'ont pas beaucoup développé cet aspect-là sur le plan de la motivation juridique. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a une politique de discrimination systématique et qui peut donc renvoyer en tout cas à 2 crimes distincts ou cumulatifs, la persécution et l'apartheid. Et dernier élément sur les effets sur l'enquête de la Cour pénale internationale, comme je viens de le rappeler, donc, il y a un mandat d'arrêt qui a été demandé, on attend toujours la décision de la chambre préliminaire pour confirmer et délivrer véritablement le mandat d'arrêt, mais qui ne vise que les faits actuels à Gaza, mais il n'y a pas de mandat d'arrêt pour la politique liée à l'occupation, par exemple. Or là, à nouveau, à la lecture de l'avis, tous les aspects liés à la politique de colonisation, d'installation des colonies, qui est donc un crime de guerre, est encore autrement plus documenté et est au-delà de tout doute possible et imaginable. Et, c'est ce qu'on a toujours indiqué, c'est le crime le plus facile à établir, c'est-à-dire que c'est un crime qui est revendiqué par son auteur. C'est-à-dire qu'Israël ne dit pas « non, je ne colonise pas », il dit « je peux coloniser parce que c'est mon territoire historique, donc c'est normal que tout juif puisse aller s'installer là-bas et c'est normal que j'établisse une politique de favorisation ». C'est d'ailleurs inscrit explicitement dans la loi de 2018 sur l'État-nation du peuple juif. C'est un des buts de l'État juif, c'est de favoriser la colonisation. Et on connaît très bien tout le processus décisionnel, puisque c'est un processus parfaitement officiel.
Autant quand il s'agit de déterminer si le fait d'avoir bombardé un centre de réfugiés à un moment donné en prétendant qu'il y a des gens du Hamas, ça suppose une enquête assez difficile à établir puisqu'il faut avoir un aperçu très complexe des faits au moment pour pouvoir déterminer que c'était bien un crime de guerre, par exemple. Autant là, c'est un crime qui est en fait officiel et c'est un crime également très simple pour mettre en œuvre l'enquête puisque un des principes également qui gouverne la procédure devant la Cour pénale internationale, c'est le principe de complémentarité, c'est-à-dire que la Cour ne peut pas continuer ses poursuites si elles sont menées de manière suffisamment effective par l'État lui-même. Et évidemment, on sait très bien que de ce point de vue-là, l'État d'Israël ne va pas enquêter sur des possibles crimes de guerre liés au processus de colonisation, qui est une politique parfaitement officielle. Donc là, s'il y a bien un élément sur lequel un mandat d'arrêt pourrait intervenir très rapidement et pointer des individus responsables, c'est l'installation des colonies israéliennes. Et donc ça, c'est un élément qui devrait être facilité par cet avis à cet égard. Voilà, donc en conclusion, très rapidement, on voit qu'il y a quand même toute une série de moyens de mise en œuvre de l'avis qui sont sans doute plus efficaces et effectifs que ce qu'on avait pour l'avis de 2004. Mais que, comme pour l'avis de 2004, une concrétisation des conclusions de l'avis, ça suppose un engagement à la part des États, mais pour que les États bougent, il faut un engagement de la société civile. Et de ce point de vue-là, l'avis offre un outil important et précieux parce que, ça c'est la force du droit international, ça reste un langage commun que les États ne peuvent pas facilement récuser. Si on vient en termes plus politiques, de morale, de justice, de légitimité, on va toujours opposer telle ou telle interprétation à telle autre, telle morale à telle autre, etc. Quand on dit c'est la Cour internationale de justice avec 15 juges, avec des majorités soit de 14 sur 15, soit de 11 sur 15 qui ont dit ça de manière péremptoire, c'est évidemment un élément qu'il est difficile d'écarter de la part d'autorités publiques. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. On va donc prendre les questions pour les deux interventions ensemble. On a encore un micro ici. Je ne sais pas si vous voulez rester là ou on a un micro encore ici pour vous. C'est comme vous voulez. Hein. Peut-être moi je vais voir où il y a des questions. Et ici. Merci pour ces propos très clairs. J'ai deux questions aussi très claires par rapport donc d'ordre juridique. C'est vrai qu'on parle souvent on connaît la chanson des territoires disputés et on connaît aussi l'argument que les frontières de l'État de Palestine ne sont pas encore définies. Alors, je voudrais commencer le problème par le début, c'est-à-dire qu'on a aux Nations Unies un État qui s'appelle Israël qui ne se fixe pas de frontières. Est-ce que ce n'est pas une condition d'être membre des Nations Unies et d'avoir des frontières clairement définies? Ça, c'est la première question. La deuxième question... le Comité pour une paix juste au Proche-Orient, donc organisateur de ce symposium, c'est une ONG agréée par l'État, donc qui a droit à des financements pour des projets. Alors, je me rappelle récemment, depuis qu'on a un nouveau gouvernement qui ne nous rend pas vraiment notre engagement plus facile, un des projets a été refusé avec l'argument que dans le titre, il y a l'expression régime d'apartheid. Alors, donc, refus de cofinancer ce projet. Donc, est-ce que l'avis de la Cour internationale de justice nous donne des arguments à notre ONG pour contredire ce questionnement du gouvernement luxembourgeois, du ministère de la Coopération? Merci.
Est-ce qu'on prend plusieurs questions ou comment vous voulez faire? Ok, peut-être encore une autre question. Non, je n'en vois pas pour le moment. Ah, ici. Oui, merci à tous les deux pour cette brillante intervention. Je voudrais revenir à la bataille qu'il a fallu mener avant que l'Union européenne accepte la question du labelling, donc l'étiquetage des produits israéliens. Il a fallu plus de 10 ans à la Commission pour accepter le principe du labelling. Alors que, depuis le début, ce n'est pas une question de labelling, c'est une question de commerce, d'importation. Et donc, qu'est-ce qu'il faut vraiment pour que les gouvernements puissent mettre en œuvre des mesures qui sont à la mesure vraiment du problème, hein? Et donc, finalement, le BDS, la campagne de boycott, désinvestissement, sanctions, parce qu'on la réduit toujours à boycott, mais désinvestissement et sanctions, est-ce que ce n'est pas un des éléments de réponse vraiment fondamental pour amener nos États, et aussi le Luxembourg, à prendre les mesures qu'ils sont dans l'obligation de prendre? Ce n'est pas un choix qu'ils ont, c'est une obligation. Voilà ma question. Merci. Oui. Ce qui m'intéresserait, les juristes en Israël, ils ont beaucoup de juristes. Est-ce qu'ils acceptent l'argumentation de la Cour internationale? Ils trouvent toujours des arguments juridiques. Je ne parle pas des arguments religieux qui sont pas des arguments juridiques. Donc, est-ce qu'il y a toujours des juristes en Israël qui disent non, c'est faux, c'est toute cette argumentation? Et la deuxième question, sur base de ce décret de la Cour internationale, est-ce qu'on peut dire qu'Israël est un État qui se base, la loi de 2018, c'est une loi qui comme vous avez dit, c'est une loi qui instaure un crime comme politique d'État. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'Israël est un État criminel ou comment est-ce qu'on peut le formuler pour ne pas être cité ici devant un tribunal pour étant antisémite? So it's linked to Michelle's question too about what can we do, because you're giving the presentation and all what we're doing in our brains is thinking what can we do. And Michelle focused on the commerce, but being a financial hub here in Luxembourg, it would be interesting to actually include sanctions in our regulations locally, be it the CSSF or the CAA regulations, or on the Swiss level, the FINMA, whatever it is, but kind of having sanctions the same way in few days we had suddenly the regulation enforcing us to sanction Russian investments. How can we push our local regulations to sanction Israeli investments, especially in things that are clear-cut by the law, like the illegal settlements, etc. They're clear-cut today by the law, so why can't we include that kind of sanctions already today in our local regulations? Hi. I don't know anything about law. I don't know anything about international law. I'm just a civilian. My question is, what we were trying to do, protests, these kind of events, sharing what's happening in Palestine, etc., is what we can do from this part of the world, right? We cannot do more, unfortunately. Is there any way for us, let's call it class action, because I don't know if there is any other word to define this, to force our government, European Union, United States, etc., to actually apply the international law. Like Israel is a genocide state. They're killing people because of who they are. They're trying to kill their culture, the population, etc., etc. We know what they're doing. And at the same time also apply the law of me, citizens. I go there, fight with them, with their army,
and then come back easily. And I can be in the bus and be seated with someone who just committed genocide in the other part of the world. And so can we do something from our side apart from protests and say, Luxembourg government, European Union, why using our money, why using our voices, try to defend someone that are doing this, you know? A class action is the only words that I can find to explain something like this. Thank you. Je vais répondre sur certains points, mais très rapidement, parce qu'il y a aussi beaucoup de questions sur les effets au niveau de l'Union européenne notamment et des sanctions. Sur la question de la détermination des frontières, peut-être deux choses. Pardon. Là, vous m'entendez mieux peut-être. Okay. Sur la détermination des frontières, déjà deux choses. En fait, en droit international, la détermination des frontières n'est pas un critère pour déterminer de l'existence ou non d'un État. C'est-à-dire qu'en droit international, les critères classiques, c'est l'existence d'une population, l'existence d'un territoire, d'un gouvernement, mais la délimitation précise des frontières n'est pas forcément un critère, et parfois même, il y a des frontières qui changent, qui évoluent. Par exemple, sur la Syrie avec Daesh, quand ces frontières ont été un peu... quand ces frontières ont évolué d'un point de vue factuel durant le conflit, on n'a pas remis en question l'existence de la Syrie sur la scène internationale. Donc la détermination des frontières ne doit pas forcément être prise en compte. Cependant, elle est plutôt claire dans le cas de la Palestine, et François l'a dit sur la détermination des frontières, c'est la ligne de 1967, donc la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza. La Cour internationale de la justice l'a rappelé, mais avant elle, le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, l'Union européenne reconnaissaient tous cette délimitation, et c'était la base de toutes les négociations qui ont eu lieu par le passé. Donc je ne suis pas sûre que ce soit une question alors même si Israël veut l'amener dans le débat, ça ne doit pas être de notre côté une question ou un enjeu dans le débat ou dans les négociations ou dans un processus quelconque. Le territoire est déterminé. Alors après, sur deux États, un État, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, si on part de la question des deux États, c'est comme ça que ça se met. Sur je ne sais plus qui a posé la question, donc désolé. Sur les juristes en Israël, moi j'ai beaucoup travaillé sur la Cour suprême israélienne dans mes travaux, dans ma thèse. Et j'ai lu un certain nombre de décisions de la Cour suprême qui sont souvent traduites en anglais. Ce qui est assez intéressant, c'est que ces décisions sont alignées sur le discours politique des gouvernements successifs en Israël. Par exemple, avant le désengagement de l'armée et des colons de Gaza, la Cour suprême israélienne disait que Gaza était un territoire sur lequel les conventions de Genève devaient s'appliquer, au même titre que la Cisjordanie. Donc en fait, elle considérait que c'était un territoire occupé. Dès que le plan de désengagement israélien a été mis en œuvre en 2005, elle a rendu un arrêt. En 2006, en 2007, elle a rendu une décision en disant Israël ne peut plus être considéré comme un territoire occupé à Gaza parce qu'il a retiré ses colons et ses soldats. Donc à chaque fois, elle s'aligne toutes ces décisions. C'est assez intéressant de lire d'un point de vue chronologique les décisions de la Cour suprême. À chaque fois interviennent quelques mois ou quelques années après qu'une décision politique a pu avoir lieu. Et devant la Cour suprême, beaucoup de Palestiniens vont devant la Cour suprême israélienne quand on leur spoil leurs terres notamment, ou leurs maisons, etc., ou qu'il y a un avis d'expulsion de l'armée israélienne. Et dans la plupart des cas, elle perd la bataille juridique. Donc souvent on dit le droit, etc. Mais en fait, devant la Cour suprême, très peu de Palestiniens voient leur dossier aboutir. Donc il y a aussi quelque chose autour du droit en Israël et des juristes en Israël qui est effectivement intéressant à traiter. Et je reprends juste... Ah oui, sur ce que peut faire la société civile, c'est vraiment une question qu'on nous pose très souvent. Enfin, je ne sais pas toi, Françoise, mais moi, on me la pose assez souvent. Et donc, je distingue à chaque fois, mais je dis la société civile a beaucoup de choses à faire en termes de pression, etc. Mais il y a quelque chose aussi qu'on oublie, c'est que les principaux responsables doivent aussi être mis face à leurs responsabilités. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, par exemple, depuis le plan de partage qui a été adopté en 1947 par l'Assemblée générale, c'est quelque chose que j'ai comptabilisé dans mes travaux, a adopté plus de 330 résolutions qui portent sur le conflit israélo-palestinien et sur les conflits israélo-arabes.
toutes ces résolutions, donc la plupart de ces résolutions ont pour récepteur d'obligation Israël, qui, dans la plupart des cas, n'a pas mis en œuvre les décisions qui étaient parfois contraignantes à son encontre. Pourtant, le Conseil de sécurité ne tire jamais les conclusions du non-respect de ces décisions par Israël, en adoptant, par exemple, comme il a pu faire contre d'autres États, un certain nombre de sanctions économiques, diplomatiques, politiques, comme il a fait avec l'Afrique du Sud, par exemple, par le passé, quand il y avait un régime d'apartheid. Alors, je vais reprendre les autres questions. Quant à savoir s'il y a un argument à tirer maintenant, s'agissant de la qualification d'apartheid et le fait donc utiliser ce mot devienne beaucoup plus acceptable dans le discours public sans se faire traiter d'antisémite ou que sais-je. Parce qu'on se souvient qu'il y a eu, c'était quoi, il y a 1 an ou 2, devant l'Assemblée nationale française aussi, une proposition de résolution qui justement reprenait la qualification d'apartheid. Et là aussi, les auteurs de cette résolution se faisaient traiter d'antisémites, etc., d'oser utiliser ce terme, etc. Donc il est clair qu'en tout cas, la Cour ne dit pas de manière totalement explicite « c'est de l'apartheid », mais elle rend crédible cette qualification, puisqu'elle dit c'est soit de la ségrégation raciale, soit de l'apartheid. L'idée étant que l'apartheid, c'est encore le degré un petit peu plus élevé que la ségrégation raciale, mais il n'y a pas de définition très très claire de toute façon de la ségrégation raciale en droit international. Mais ségrégation raciale, c'est plus que des actes de discrimination raciale. C'est déjà le caractère à la fois officiel et institutionnalisé d'une pratique, puisqu'on parlait de la ségrégation raciale dans les États du sud des États-Unis jusque dans les années 60. Donc, en tout cas, là maintenant, effectivement, on peut citer ce que dit la Cour internationale de justice pour dire, regardez, ils ont dit que c'était ségrégation raciale, enfin, contraire à l'interdiction de la ségrégation raciale et de l'apartheid. Alors, s'agissant de la bataille auprès de l'Union européenne pour l'étiquetage, bon, franchement, je ne serais pas très, très optimiste. Et je pense que la voie maintenant à privilégier, c'est plutôt celle des États elles-mêmes. Il faut justement enregistrer le fait que l'Union européenne ne va pas bouger parce qu'il n'y a aucun moyen de consensus et qu'on est encore bien plus loin que là où on était en 2012. Il y a beaucoup plus d'États récalcitrants aujourd'hui qu'il y a 10 ou 15 ans. Et que dès lors, ce qu'il faut plaider, c'est dès lors, pour remplir leurs obligations internationales, les États doivent agir individuellement, essayer de se regrouper en termes d'États favorables, mais comme l'Irlande l'a annoncé, et d'ailleurs en droit international, on ne peut pas se réfugier derrière l'appartenance à une organisation pour ne pas remplir ses obligations internationales en disant « mais non, c'est cette organisation-là qui est compétente, et elle ne veut pas agir, donc moi je ne peux rien faire ». Mais non, les États en droit international sont responsables individuellement, d'abord et avant tout. Donc, c'est des obligations individuelles. Donc, si on dit « vous ne pouvez plus importer des produits des colonies », c'est que vous le fassiez au sein de l'Union européenne ou individuellement, en tout cas, vous devez le faire. Et il faut aussi relever que l'étiquetage des produits des colonies, c'était une initiative de la Commission, pas du Conseil, pas des États, et uniquement en utilisant une législation technique sur l'information des consommateurs. Donc ce n'était pas la résultante d'obligations de droit international, c'était simplement de dire, de la même manière que quand on achète du miel, on doit savoir d'où il vient et quel est le taux de ceci, si c'est des guêpes, ceci, ou des abeilles, ceux-là qui sont là. Ben, le consommateur doit savoir si ça vient plutôt des produits des colonies ou d'Israël en tant que tel. C'était juste une question d'information du consommateur. Or, en réalité, l'obligation, elle est bien plus fondamentale que ça. Et c'est justement pour ça que ce n'est pas bien informer le consommateur, c'est empêcher un produit d'origine illégale d'entrer sur le marché européen. Ça a été fait immédiatement par rapport à la Russie suite à l'annexion de l'Ukraine, mais ça n'est pas fait. Donc tout produit en provenance d'Ukraine ne pouvait plus être importé. Plus aucun investissement ne pouvait être fait en Ukraine. C'est évidemment la même chose qu'on devrait faire, mais quand on pose la question à des responsables européens, ils disent « Ah, mais le consensus qu'on a vis-à-vis de la Russie, on ne peut pas l'avoir avec Israël, donc
c'est politiquement impossible. Et ça, c'est politiquement impossible pour le moment. Donc on a beau avoir des obligations de droit international, ça ne se fera pas. Et donc il faut essayer de le faire vis-à-vis des gouvernements et des États. Alors, s'agissant de la loi de 2018, est-ce qu'elle instaure un crime? En tout cas, c'est clair que c'est une loi qui est une violation du droit international à toute une série d'égards. D'ailleurs, il y avait eu, au moment de l'adoption de la loi, une déclaration des rapporteurs spéciaux des Nations Unies, enfin de toute une série de rapporteurs spéciaux des Nations Unies, hein, à l'instar de Francesca Albanese, mais sur toute une série d'autres thématiques, puisqu'il y en a... il y a peut-être une trentaine ou une quarantaine de rapporteurs spéciaux qui disaient la loi est illégale, elle est aussi contraire au droit de l'autodétermination des citoyens israéliens d'origine palestinienne. Alors, donc, ça ne rend pas un État criminel parce qu'en droit international, un État n'est pas criminel. Seuls des individus peuvent être poursuivis pour crime, mais ça ne fait qu'ajouter aux violations du droit international. Et la Cour internationale de justice relève la loi pour attester le fait qu'il y a bien des violations du droit international en termes notamment d'installation de colonies de peuplement ou d'annexion de Jérusalem-Est, par exemple. Donc ça ne fait que attester, et ça montre que c'est la politique la plus officielle. Pour l'essentiel, la loi de 2018 ne faisait que consacrer en termes de loi une politique administrative qui existait depuis longtemps, le fait que ce soit un État juif, qu'il y ait une discrimination entre les types de citoyens, que Jérusalem soit la capitale, etc. Et que la colonisation soit une politique officielle de l'État, c'était déjà prévu comme tel, ça n'en faisait que encore plus solenniser et sanctifier ces éléments-là et la bétonner dans un texte juridique. Et il faut relever que la Cour suprême israélienne a été saisie de recours et qu'elle a validé la loi. Donc ça montre aussi que quand il s'agira de délivrer des mandats d'arrêt, il faudra aussi songer au président ou aux membres de la Cour suprême israélienne. Alors pour les sanctions, pour les investissements, mais ça c'est ce dont je parlais, c'est-à-dire qu'en réalité, on peut avoir un fil qu'on peut tirer et en réalité, par le biais des obligations qui sont finalement reconnues dans la résolution, on peut couvrir énormément de choses. Donc il est bien indiqué qu'on ne doit pas investir dans les colonies ou dans l'occupation en général. Et donc normalement, ce que les États doivent faire, c'est tout évaluer dès qu'il y a des relations avec des entreprises israéliennes, avec l'État israélien. On doit tout examiner pour être bien sûr que rien ne peut terminer d'une manière ou d'une autre à l'appui de l'occupation. Mais tout l'État israélien est totalement dirigé envers, en réalité, l'occupation. Il n'y a pas de séparation. Souvent, on nous dit, notamment la politique européenne, de différenciation entre Israël et les territoires palestiniens occupés et les colonies, mais c'est totalement artificiel. Tout est imbriqué en réalité. Donc, si on arrive à bien utiliser ça, ça peut viser des sanctions contre Israël en général et pas uniquement cibler des petites choses. La politique de différenciation, c'est juste un prétexte pour dire on va pouvoir, soi-disant, distinguer entre l'un et l'autre et on va pouvoir continuer business as usual avec Israël de manière complètement schizophrénique et isoler ce qui serait supposé être la partie colonisation-occupation. Évidemment, c'est totalement artificiel. Et il y a moyen de le faire. Peut-être une petite anecdote que je racontais hier soir. Dans un papier d'Haaretz d'il y a quelques semaines, était interviewé un ancien conseiller du gouvernement israélien qui était en charge des sanctions contre l'Iran. Et il disait, la pire chose qui peut arriver, il y a ces deux choses, c'est les États-Unis qui arrêtent leur droit de veto et qui donc permettent certaines sanctions au Conseil de sécurité. Bon, c'est sans doute pas près d'arriver. Ou simplement via les sanctions contre les individus et contre la colonisation, ce que les États-Unis ont commencé, c'est viser justement tous les financements, tous les flux financiers entre les États-Unis et Israël. Dès qu'il y aurait un lien avec la colonisation, on stoppe. S'ils font ça, on est mort, parce qu'en réalité, tout est couvert. Et si on fait ça au niveau européen, c'est la même chose. Et enfin, les moyens de faire appliquer le droit international par les États. Bon, il y a soit le lobbying, la pression, etc., politique, et puis il y a des mesures juridiques qui sont possibles, auxquelles Francesca Albanese faisait référence, c'est-à-dire des procédures nationales. On a eu par exemple une procédure nationale aux Pays-Bas pour faire interdire l'exportation d'un certain nombre d'armes, et
en appel, les associations qui ont porté l'affaire ont gagné, c'est-à-dire un certain nombre de composantes qui visaient à les F-35, donc les avions utilisés par l'aviation israélienne pour bombarder Gaza. Eh bien, il y a eu une décision de la Cour d'appel qui a dit le gouvernement des Pays-Bas doit arrêter. Et donc là, il y a un certain nombre quand même de procédures judiciaires, alors qui dépendent très fort des législations nationales d'un État à l'autre, qui permettent un certain nombre d'actions contre le gouvernement, si le gouvernement, justement, ne met pas en œuvre ça. Et c'est à nouveau là où l'avis peut être utile, c'est-à-dire qu'on a ici des obligations qui sont dûment identifiées, reconnues par les États à travers la résolution. Et si les États ne le font pas, là, il y aura un moyen beaucoup plus utile pour un certain nombre d'associations ou d'individus pour mener des actions. Peut-être juste pour compléter, tout d'abord sur la loi de 2018, ce qui est assez intéressant, c'est que cette loi, elle dit que seul le peuple juif a le droit à l'autodétermination dans ce territoire. Ce qui est assez paradoxal, c'est que donc 1947 demande 2 États, donc 2 types d'autodétermination, juive et palestinienne. Et en fait, quand Israël adopte cette loi, c'est un peu un paradoxe parce que l'autodétermination du peuple juif, elle a déjà eu lieu. Parce que l'État d'Israël s'est créé en 1948 et aujourd'hui, la société internationale ne conteste pas l'existence de l'État d'Israël. Donc l'autodétermination du peuple juif a eu lieu, sauf que là, Israël va plus loin. Il dit « nous sommes les seuls à pouvoir s'autodéterminer dans ce territoire ». Et deuxième point, parce que j'y pensais quand... oui. Mais c'est aussi le fait qu'en Israël, ce n'est pas l'autodétermination du peuple juif qui s'applique. C'est ça que tu voulais... Non, vas-y. Peut-être que je l'ai mal levé. C'est l'autodétermination du peuple israélien, parce qu'en fait, l'autodétermination doit correspondre à l'État. Or, tout le problème de la loi de 2018, c'est de dire que c'est l'État-nation du peuple juif, et donc ça écarte totalement la population palestinienne, les Palestiniens de 48, de l'inclusion de la nation. C'est-à-dire que ce n'est pas leur nation, ce n'est pas leur État-nation. Ils sont là, on leur a accordé la citoyenneté, mais qui est distincte de la nationalité. Et donc c'était notamment là-dessus que les rapporteurs spéciaux protestaient en disant, mais en réalité, en France, c'est l'autodétermination du peuple français, et ce n'est pas l'autodétermination des Gaulois ou des ceci ou des cela. Ça inclut tout le monde. Et c'est là où, évidemment, quelle que soit la solution pour laquelle on optera, il faudra en tout cas 1 ou 2 États avec une pleine égalité entre tous les citoyens, quelle que soit leur origine, juive, palestinienne, druze, etc., etc. Et d'ailleurs, cette loi, elle va plus loin parce qu'elle retire la langue arabe de la langue comme l'une des langues officielles de l'État d'Israël. Et oui, et pardon, et sur ce qu'on peut faire, parce que c'est vrai que souvent on nous dit, mais en fait, on manifeste tous les week-ends, on fait des tribunes, on fait des séminaires, on essaye de mettre pression sur nos gouvernements et rien ne fonctionne. Un petit exemple, comme j'ai travaillé aussi sur l'enquête en cours par le bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Avant le 7 octobre, il y avait une tentative de dépriorisation de cette enquête de la part du nouveau procureur Karim Khan, qui est arrivé en juin 2021. Et ça se traduisait par un budget très limité de moins d'1 million d'euros par an sur cette enquête, avec une personne à temps plein dédiée à cette enquête au sein du bureau, appuyée par stagiaires, consultants à côté. Et en fait, le 7 octobre a eu lieu, il a mis un certain nombre de semaines avant de réagir, et c'est la pression notamment des sociétés civiles à son encontre et des campagnes des collectifs, des associations, des citoyens contre la Cour pénale internationale et en particulier le bureau du procureur, qui l'ont contraint à agir. Et il sait très bien le faire, Karim Khan. Il a lancé une sorte de campagne de communication. Il s'est rendu en Égypte à la frontière avec Gaza, où il a pris la parole et il a acté une repriorisation, une reprise en main de cette enquête. Et pareil, après cette annonce, il n'y avait pas eu grand-chose. Et le 20 mai, l'annonce de la demande d'émission des mandats d'arrêt, elle arrive à un moment important. Il est contraint aussi par ça. Elle arrive au moment où la Cour internationale de justice est saisie par l'Afrique du Sud et où elle rend un certain nombre déjà d'ordonnances contraignantes à l'égard d'Israël. À un moment où un certain nombre d'États en Europe commencent à mettre la pression sur l'État d'Israël, etc. Et tout ça, ça part aussi des sociétés civiles qui ont réussi à accentuer la pression sur le bureau du procureur et sur les gouvernements et qui ont contraint à un certain moment Karim Khan à reprendre en main le dossier. Alors maintenant, ça bloque plus de son côté, mais du côté de la chambre préliminaire. Et preuve en est que c'est important de maintenir la pression.
début septembre, lui-même a rendu une note à l'égard des juges de la chambre préliminaire 1 en leur disant « Mais où en êtes-vous ? J'attends l'émission de mandat d'arrêt ou la non-émission de mandat d'arrêt, mais j'attends une réponse de votre part. » Et donc, il a un paragraphe à la fin où en fait, il met une forme de pression sur les juges de la chambre préliminaire 1 pour qu'ils puissent se décider le plus vite possible parce que, de mémoire, dans toutes les enquêtes qui ont été ouvertes, on n'a jamais eu un temps d'attente aussi long entre les requêtes du procureur et l'émission des mandats d'arrêt, la confirmation ou non de mandat d'arrêt par les chambres. Voilà, un très très grand merci à vous deux pour les questions et réponses.